Pierre-Albert, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. C'est le début de la saison, il va y avoir la présentation des joueurs de la CCI et puis tu enchaîneras dans 10 jours avec la présentation devant les supporters à Boniface. Alors tout le monde te connaît, fais un limier de l'histoire du Stade Montois. En quelques mots, ce qui te revient un petit peu en mémoire sur la saison passée, ton sentiment. La demi-finale perdue à Albi pour un match où on s'est fait enfermer dans le piège broncan qui était attendu, qui était prévisible. En même temps, quelle belle saison qui va crescendo, avec de l'intensité, avec de la puissance dans le jeu, avec de la régularité. Le moule, peu à peu, forme un groupe que l'on savait fort, mais la pâtisserie qui sort de ce moule, elle est succulente, elle est sucrée, elle a du fond, elle a de la forme. Et on va jusqu'à cette demi-finale en se disant que, à la limite, rien n'est capable d'arrêter cette équipe quand elle joue bien. Sauf qu'à Albi, elle fait le match qu'il ne fallait pas faire, en gros. Mais plutôt que de pleurer sur la désillusion partielle albigeoise, on va se souvenir des grands moments que l'on a vécus, du jeu, de la prodigalité formidable de cette équipe qui a envoyé cette année. Il faut rendre hommage à Dalmaso et à Prosper, parce que quand Marc a repris les clés du camion après le départ d'Éric Lamarque, d'aucuns pensaient que le stratège était Éric Lamarque et que Marc Dalmaso, par nature et par le poste qu'il a occupé au niveau international, allait plus se préoccuper de verrouiller devant plutôt que d'ouvrir le jeu. Et on voit que c'est pas du tout ça. Tout le monde s'est trompé, Yo-Yo compris. Et en fait, Marc a une conception avec Stéphane, Patrick et Raphaël d'un jeu global, d'un jeu ouvert, qui commence devant évidemment, mais ça c'est une définition, c'est un pléonasme dans le rugby de dire que ça commence devant. Mais on a vu la saison passée, la saison écoulée, la formidable prodigalité, capacité à produire du jeu derrière, et pas simplement avec Matanavou, quoi. Et puis Julien Cabane qui fait une grande et grosse saison. Pour ne citer que ces deux-là, mais Mazzonetto derrière sur la récupération de balles impériale. Enfin, il y a des ingrédients, mais comme en cuisine, et c'est pas Alain Labarchède qui me démentirait, les ingrédients, fussent-ils les meilleurs, font pas le meilleur plat. Heureusement, il y a 4 cuistots en chef dans le Stade Montois, et puis il y a des méritons, et puis il y a des mecs qui se filent. Enfin, autant sur l'intensité physique, la régularité du groupe, l'introspection, la volonté de marcher en avant, la cohésion, on a eu quand même quelque chose de très satisfaisant. Alors on est dans l'intersaison, il y a beaucoup de changements au Stade Montois. Monsieur Cazobon est parti, Monsieur Cazot prend le relais. Et puis on a eu l'intermède fin mai, début juin, du départ, alors vrai, faux, annoncé, pas annoncé, de Marc Dalmaso. Alors là, pareil, sentiment par rapport à cette incertitude pendant quelques jours. Ça ne se refuse pas tout le long. Dalmaso, il a été international, il a commencé par entraîner modestement, puis il est monté en pression sur de la qualité de club, de groupe. Moi, je serais parti à sa place. Quel que soit le niveau de fidélité et d'engagement avec le Stade Montois, c'est comme si on propose à un entraîneur de Ligue 2 d'aller entraîner l'Olympique de Marseille ou à Deschamps d'aller entraîner Arsenal ou Barcelone. Il y a un moment donné où il faut que les responsables financiers des clubs, les supporters, les observateurs, les journalistes comprennent quand même qu'un homme de 44 ans qui a fait ses preuves, il a la légitimité pour accéder à un plus haut niveau. Et c'était une expérience. Et prenons l'hypothèse de la pire. Marc aurait eu à subir en cours de saison ou en fin de saison une modification du staff de façon inopinée. Il en aurait fait les frais d'une saison moyenne ou ratée. Ça n'aurait pas été compliqué, ça n'aurait pas été grave. Voilà. Bon, maintenant, tout le monde doit se réjouir qu'il reste à Mont-de-Marsan, au Stade Montois. C'est un homme de fidélité, d'engagement. On peut raconter toutes les histoires qu'on veut. En tout cas, il avait pris d'engagement formel, oral, avec Jean-Robert Cazot, de rester au stade. On lui a fait cette proposition. Boudjelal, je suppose, a mis ce qu'il fallait au niveau pépette. Mais les chochoïs ne sont pas l'unique obsession de Marc Dalmaso. Il est resté par engagement pour ce groupe. Et puis, quand on connaît le groupe, quand on connaît les joueurs, quand on connaît le staff, l'encadrement technique, on sait très bien que c'est made by Dalmaso, quoi. Si Dalmaso s'en va, il y a une pièce maîtresse qui tombe. Et pour la cohésion du groupe et puis pour la sérénité de l'ensemble, il fallait qu'il reste. Voilà. Alors il est resté. Il faudra quand même lui rendre hommage à ce mec, hein, parce que aller à Toulon, même avec Saint-André où c'est compliqué, il est resté à Mende. Donc, chapeau le mec. Alors le recrutement, il y a eu quelques départs malgré tout en fin de saison.
Et puis on peut faire confiance au staff hein, dans le rapport qualité-prix, on l'a vu l'année dernière. Là aussi, quelques mots par rapport aux joueurs qui vont nous rejoindre. C'est un recrutement malin en fonction de la masse salariale qui est imposée par la réalité économique et financière, par les vigiles de la DNACG, j'emploierai pas un autre mot, les cerbères de la DNACG, les pitbulls de la DNACG. Bon, mais c'est bien qu'il y ait un organisme de contrôle. Simplement, juste à aparté, j'aimerais bien que les amis de Serge Blanco, de Revol et de La Passé, ils aient autant d'intérêt permanent sur des clubs de top 14 et des clubs vedettes de Pro D2 qu'ils en ont eu pour le Stade Montois, encore cette année, l'année dernière et l'année d'avant. Voilà. Salut amical au Stade Français par ailleurs. Donc, ils ont fait à Mont-de-Marsan, Stéphane Prosper, Marc Dalmazo, avec l'argent qu'on leur donnait. Recrutement malin, encore une fois. Ils sont allés chercher des joueurs de l'hémisphère sud. Alors, il y a un truc, je fais partie des gens, des observateurs qui ont magnifié depuis des années le recrutement franco-français majoritaire. Là, sur 9 recrues, il y a 8 étrangers. Il y a Kachimouloukou, qui est basque de Saint-Pé-de-Nivelles, sur Nivelles. Et en même temps, ces choix sont la résultante de données économiques qui sont claires. Aujourd'hui, 3 joueurs étrangers de l'hémisphère sud pour un salaire d'un joueur français. C'est comme ça, ça va peut-être changer. Moi, je le souhaite en tout cas, pour la formation française, pour l'excellence de cette formation, que ce soit à Mont-de-Marsan ou ailleurs. Mais il y a une réalité à laquelle sont confrontés les directeurs de jeu qui, eux, doivent obéir aux impératifs qui sont fixés par les financeurs des clubs. Et comme disait quelqu'un de célèbre, celui qui paye, il a raison. Donc, Dalmazo fait un recrutement qui est intelligent, encore une fois malin comme la saison précédente. Ce qui ressort, hein, bon, Matanga, Taukafa, c'est sûr, avec beaucoup d'expérience devant. Matanga, je crois qu'il va en surprendre beaucoup parce que c'est du volume de jeu en deuxième et en troisième ligne, parce qu'il a l'expérience internationale et que ça aide. Après, Mauricio Guidone, un pur produit de la province de Buenos Aires, le pilier. On sait ce que Cedaro a apporté au jeu montois. Donc c'est la même veine, c'est la même stratégie de formation, c'est la même logique de jeu et d'intégration dans les groupes. Et puis il y a de l'expérience derrière, hein. Baleina, Dogo et Jager. Il ne faut pas oublier que Martin Jager, même s'il a fait 2 saisons assez moyennes avec Bordeaux-Bègles, a été champion de France de Pro D2 avec Toulon, a été 2 ans le meilleur marqueur d'essai avec Toulon. C'est un gars qui a joué au Pays de Galles en venant de la République tchèque, qui est international, qui a beaucoup d'expérience. Ça fait un équilibre. Il faut des joueurs d'expérience en Pro D2. Il y a des jeunes qui arrivent. Hein. Marc Dalmazo, Stéphane Prosper, Patrick Millet, Raphaël Steyer vont s'appuyer encore davantage sur le centre de formation et le groupe Espoir, mais il faut intégrer poco à poco. Il ne faut pas mettre un charrier dans les bœufs. Donc il y a un harmonieux mélange, dirais-je, d'expérience et de jeunesse. Chimouloukou, par exemple, à qui on va donner la chance. Et puis le Sudaf qui intègre le centre de formation. Kebol, qui est le fils de son père, qui a joué avec Dalmazo en pilier droit. Donc tout ça, c'est à la fois préparer l'avenir et assurer le présent immédiat, hein, c'est-à-dire le championnat qui arrive. Monsieur Maïcha, bonjour. Frédéric Blanchard, Yann Burquet. Je dis bonjour parce que je suis poli, sinon je vais me faire engueuler. Ça va? Oui, bien. Harmonieux équilibre entre les nécessités de la Pro D2, de l'expérience et puis du combat. Par exemple, Matanga, là-dessus, je pense qu'on peut l'attendre. Et Maurizio Guidone aussi, ça fait partie. Taukafa, par exemple, en plein hiver, on en aura besoin. L'expérience du Lyonnais, enfin ex-Lyonnais. Hein. Voilà. Je trouve que, encore une fois, par rapport aux contingences économiques et financières, c'est malin. Alors les perspectives, dernière question. Il y a l'article aujourd'hui dans Sud-Ouest avec... Jean de Pioc, Marcel Lariosec, incontournable kiné du stade qui passe. Avec le président. On nous annonce une ambition qualification pour les demi-finales. Est-ce que ça te semble possible 2 ans de suite? Oui, parce qu'il y a l'expérience. Il y a une colonne vertébrale, il y a une structure de groupe qui reste quand même extrêmement forte, soudée et expérimentée. Il y a des joueurs qui ont de la maturité qui arrivent. Baleina, Dogo par exemple, ou Martin Jager, ce sont des joueurs qui ont suffisamment d'expérience et qui ont suffisamment de passé et qui ont suffisamment voyagé pour s'intégrer rapidement. Moi j'ai vu quelques entraînements, Jager, il n'y a aucun problème par exemple. En plus, il parle français couramment, donc ce sont des joueurs qui n'ont pas de problème d'adaptation. Demi-finale, ouais. Demi-finale obligée. Enfin, je vois pas. En plus, on va sur un championnat. Alors bon, peut-être qu'en juin prochain, tout ce que je vais dire sera faux. On va sur un championnat quand même à 2 vitesses, me semble-t-il, cette année. Avec un groupe extrêmement composite et très indéterminé quant à la différence d'un club, d'une équipe à l'autre
sur le haut de tableau. Mais quand je dis le haut de tableau, c'est 10-11 clubs. En fait, il faut commencer par l'arrière. Je dirais que les deux qui devraient souffrir, à mon avis, ce sont les deux qui sont montés. Périgueux parce qu'ils n'ont pas un gros banc, ils n'ont pas une grosse densité. Béziers parce qu'ils pètent souvent plus haut qu'ils ont le trou de balle. Je connais bien les Biterrois, donc j'en parle en connaissance de cause. Ensuite, Narbonne n'est pas bien suite à ses problèmes. Auch a perdu beaucoup de joueurs. Oyonnax est en régression et n'a pas compensé les départs de la saison passée, de la saison d'avant. Donc, à mon avis, ces équipes vont être a priori dans la difficulté. Après, toutes les autres sont capables d'accéder à une demi-finale. Toutes les autres, il faut craindre La Rochelle qui a l'habitude de la Pro D2. L'interrogation, c'est pour Bourgoin-Jallieu qui redescend après avoir passé 20 ans au plus haut niveau. Mais ils se sont renforcés, ils ont une grosse équipe, ils ont l'expérience. Et puis, il y a la rage de ce club historique de l'Isère qui ne veut pas disparaître. Après, bon, comme d'habitude, club comme Grenoble, Tarbes, ça va être compliqué. L'énigme peut-être, l'interrogation, a priori, c'est la section, mais elle s'est renforcée aussi. Je vois une grosse homogénéité, même si les clubs sont composites, les groupes ont des différences très notables quant aux orientations que l'on peut déjà envisager pour le jeu, par rapport aux recrues et par rapport à la constitution des groupes. Mais il me semble qu'il y a une grande homogénéité de valeur, en tout cas, plus que d'habitude, ce qui renforce l'idée, qui avait été annoncée par bien des directeurs de jeu, notamment Marc Dalmazo ici, c'est que plus ça va aller, plus ce sera compliqué en Pro D2, plus la Pro D2 se densifie en joueurs, en expérience, en qualité, et donc plus l'entonnoir à la fin va être resserré pour passer sur la demi. Mais le Samontois a des raisons réelles d'ambitionner à nouveau au moins une demi-finale. Attention aux amis d'Aqua, qui ont fait pareil. Il y a un Montois qui les dirige avec David Darry-Carrère. Il y a de l'expérience aussi, ils ont fait un bon recrutement. Ils ne vont pas faire les saisons qu'ils nous ont faites les années précédentes. Écoute, merci Pierre-Albert, bonne présentation. Avec plaisir, à toi. Tu retrouveras les supporters 21, après les fêtes pour la présentation au stade. Merci beaucoup à toi. Merci à vous.